L'alimentation adaptée à son activité. Conforter ses connaissances sur les principes de l'équilibre alimentaire permet d'adapter son hygiène de vie aux contraintes liées à son activité professionnelle. 1. Les dépenses et les besoins énergétiques. L'organisme humain dépense de l'énergie pour se mettre en mouvement, réfléchir, interagir. Ces besoins énergétiques et fonctionnels sont couverts grâce à l'ingestion d'aliments qui, une fois transformés en nutriments, permettent d'activer le métabolisme de l'être humain et de le maintenir en bonne santé. A. Les dépenses de l'organisme humain. Les aliments ingérés permettent de couvrir les besoins énergétiques principaux. Les glucides et les lipides compensent les besoins en énergie. Les protéines et les vitamines couvrent les besoins structuraux et fonctionnels. L'eau, les minéraux, les fibres aident à la construction et au bon fonctionnement des cellules. Les apports nutritionnels varient en fonction de l'âge, du sexe, de l'activité physique et d'un état physiologique particulier, grossesse, allaitement, maladie. On parle de facteurs de variation. Oui. Une alimentation équilibrée doit répondre à plusieurs critères. Un critère quantitatif, un critère qualitatif, un critère de répartition. 1. Le besoin de boire et de manger. Boire et manger sont deux actes nécessaires à la santé. Entretien de l'organisme, production d'énergie, construction de cellules, maintien et réparation des tissus. Cette activité met en jeu l'appareil digestif qui commence par la bouche et se termine par l'anus. D'autres organes, notamment les glandes, interviennent dans le processus métabolique de nutrition, pancréas, foie. L'absorption des nutriments, protéines, lipides, glucides, vitamines, sels minéraux, etc. dans le sang se fait principalement au niveau de l'intestin grêle. 2. La matière vivante. La matière vivante est en mouvement permanent, mouvement volontaire, squelettique et involontaire, provenant des systèmes nerveux autonomes. Pour assurer ces opérations de construction, déconstruction, échange de matière, le corps a besoin de sources d'énergie et de matériaux. Il trouve ces matériaux dans l'alimentation. A. Les constituants de la matière vivante. Les atomes essentiels de la matière vivante, oxygène, carbone, hydrogène, azote, eau, 65% du poids de notre corps. Éléments minéraux, oxygène, carbone, hydrogène, azote, donc globalement c'est dans les macromolécules. Eau, 65% du poids de notre corps. Éléments minéraux, phosphore, sodium, potassium, calcium, etc. En pourcentage des poids moins importants. Les composés organiques, les hydrocarbures, carbone plus hydrogène. Les protéines, 17%. Les plus nombreuses. Elles font partie du groupe des protides. Elles sont à l'origine de la fabrication des acides aminés essentiels à la physiologie humaine. Les lipides, 15%. Ce sont les composés gras. Ils servent notamment de réserve d'énergie et d'isolant thermique pour protéger l'organisme. Glucides, 1%. Ils représentent les sucres, glucose, cellulose, glycogène, amidon. Les acides nucléiques. Les deux principaux acides nucléiques sont l'acide ribonucléique ARN et l'acide désoxyribonucléique ADN, dont la particularité est de détenir toute l'information propre à l'individu. Il y a aussi de l'ATP, adénosine triphosphate, nécessaire au mouvement. B. Le métabolisme. Tous les composés de la matière vivante, énergétique, dégagement de chaleur et ou plastique constructeur sont transformés de façon incessante. C'est le métabolisme. La fabrication ainsi créée constitue l'anabolisme. La dégradation constitue le catabolisme. B. Aliments. Les aliments aux nutriments. Les aliments, source d'énergie et de plaisir. Petit 1. Les aliments sont des substances énergétiques et non énergétiques assemblées et destinées à nourrir. Certains sont d'origine vivante, soit d'origine animale, poulet, veau, bœuf, poisson, soit d'origine végétale, légumes, fruits, poivres. D'autres sont produits par les êtres vivants, lait, miel, œufs. Pour terminer, citons l'eau ou encore le sel qui sont d'origine minérale. Les aliments ont une valeur nutritionnelle, mais également des qualités dites organoleptiques, c'est-à-dire toutes les caractéristiques que l'on peut citer par l'usage des organes d'essence. Imaginez-vous en train de croquer un caramel, faire fondre une guimauve sur votre langue, boire un jus de citron frais. Vos représentations ne sont-elles pas différentes? 2. La transformation des aliments et l'absorption des nutriments. Les aliments parviennent au sang sous forme de nutriments, produits d'origine alimentaire, pouvant passer dans le sang après transformation physique et chimique sous action de la digestion. Au titre des transformations physiques, on retrouve la mastication, les transits ou mouvements péristaltiques. Les transformations chimiques sont l'œuvre des catalyseurs, enzymes, salive, sucs intestinaux et pancréatiques, bile. L'absorption, c'est le passage dans le sang des produits de la digestion, au travers de la paroi de l'intestin grêle, notamment dans sa première partie, le duodénum, et dans la seconde, le jéjunum. Cela correspond à la surface de 550 m².
Les glucides sont transformés en glucose qui est un monosaccharide. Les protéines sont transformées en acides aminés et les lipides deviennent des acides gras. Ces trois nutriments simples constituent les nutriments énergétiques. Les autres nutriments, les nutriments non énergétiques, eau, sel, minéraux, vitamines ne subissent pas de transformation. 3. L'assimilation. Les nutriments circulent dans le sang et la lymphe des vaisseaux lymphatiques. Les cellules les captent et les utilisent pour assurer leur propre métabolisme. Le glucose est stocké dans le foie sous forme de glycogène pour que soit maintenu un taux fixe de glucose dans le sang circulant, environ 1 g par litre de sang. Les acides aminés sont mis en réserve dans les muscles et les acides gras dans les tissus adipeux. Graisse. C. Les besoins et les apports énergétiques. 1. Les différents besoins. Le corps a besoin d'un carburant pour réaliser l'ensemble de ses fonctions, mouvement, synthèse, fabrication, entre crochets, activité cérébrale, chaleur corporelle, et récupérer les pertes quotidiennes. Ce carburant, l'organisme le trouve dans l'alimentation. Tout ce qui est mangé et bu, en se dégradant, fournit l'énergie nécessaire au métabolisme dans ces deux aspects, anabolisme et catabolisme. A. Les besoins énergétiques incompressibles. Ils correspondent aux besoins du métabolisme basal, c'est-à-dire la dépense énergétique des fonctions vitales, activité cardiaque, respiratoire et cérébrale, mais aussi le fonctionnement des cellules. B. Les besoins énergétiques variables. Il correspond aux besoins de l'activité musculaire, de l'activité digestive et du maintien de la température corporelle à 37 degrés, mais aussi les besoins lors de la croissance d'une grossesse ou d'une période d'allaitement. Ces besoins concernent également les périodes d'infection, fièvre et de stress. C. Les pertes quotidiennes. Nous perdons tous les jours environ de l'eau, 62%, des protéines 22%, des lipides 10%, des glucides moins de 1%, des sels minéraux 4%. Les besoins en kilojoules et en kilocalories. Le mot calorie désigne une quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1 degré la température d'un kilo d'eau, soit d'un litre. Une calorie est égale à 4,182 joules. Les besoins sont donc corollaires aux dépenses pertes, pour autant ils sont variables selon l'âge, les conditions de vie et de travail et les activités. Les besoins énergétiques s'expriment en kilojoules kg par jour, qui représente la mesure de la chaleur dégagée par l'organisme. À titre indicatif, les besoins journaliers varient entre 5700 kJ pour un enfant de 1 à 3 ans, 12 500 kJ, 3000 kcal pour un homme adulte ayant une activité physique importante, 9200 kJ, 2200 kcal pour une femme. 2. Les apports énergétiques recommandés. AER. Or, les nutriments énergétiques. Les besoins sont satisfaits par l'ingestion d'aliments qui se transformeront en nutriments énergétiques dont l'apport est mesuré en nombre de calories. On parle de calorimétrie alimentaire ou de valeur énergétique théorique des nutriments. Ces nutriments énergétiques sont principalement les protéines. 1 gramme fournit 17 kJ ou 4 calories. Les protéines sont la base des organes, notamment des muscles. Les glucides, 1 gramme produit 17 kJ ou 4 calories. Les glucides est indispensable au fonctionnement cellulaire, principalement pour les neurones cellules du cerveau. Les lipides, 1 gramme se transforment en 38 kJ ou 9 calories. Ils servent notamment au transport de certaines vitamines. Les glucides. Les principales sources de glucides sont les aliments d'origine végétale, avec des teneurs variables. Les fruits, en moyenne 12%, les légumes en moyenne 5%, les produits céréaliers 22% dans les pâtes cuites, les légumes secs 50% dans les lentilles sèches, les pommes de terre 16%, les produits sucrés, sucre 100%, chocolat, viennoiserie, biscuits, etc. Quelques sources sont d'origine animale, lait 5%, yaourt. Ces différentes sources ne sont pas équivalentes. La NSES, Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail, recommande un apport total de glucides de 40 à 55% des AET, apports énergétiques totaux, et limitant les glucides simples ajoutés à 10% des AET. Il est recommandé de privilégier les aliments sources de glucides complexes. Les lipides, la NSES, l'ANSES recommande un apport de lipides de 35 à 40% des AET, de limiter les acides gras saturés, aliments sources, beurre, saindoux, végétaluine, une huile de palme, lait, fromage, graisse cachée, les viandes rouges, viennoiseries, de privilégier les acides gras insaturés, aliments sources, huile d'olive, d'arachide, de tournesol, de colza, de pépins de raisin, de noix, margarine végétale. Les protéines, l'ANSES recommande un apport de protéines de 10% minimum, réévalué à 12% pour les femmes de plus de 50 ans et les hommes de plus de 60 ans peu actifs. Pour un adulte,
Les ANC, apports nutritionnels conseillés, sont de 0,83 g de protéines par kilo par jour. Les principales sources sont animales, lait, produits laitiers, viande, poisson, œufs et végétales, céréales, légumes secs, pommes de terre. Nourrissons de la naissance à 12 mois, 385 kJ par kilo de poids de corps par jour, 92 kcal par kilo de poids corporel par jour, 2 à 3 ans activité moyenne, donc 4700 kJ par jour, donc 1120 kcal par jour, que 7-9 ans activité moyenne, donc 8000 kJ par jour, 1918 kcal par jour, adolescent, 13-18 ans activité moyenne, donc 12 000 kJ par jour, 2880 kcal par jour, donc adolescent, 13-18 ans activité moyenne, 10 700 kJ par jour, adolescente, 2570 kcal par jour. B. La répartition journalière. Pour les adultes, les besoins alimentaires sont fractionnés en 3 repas quotidiens, le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Pour les enfants, les adolescents, mais aussi les sportifs, 1 ou 2 collations supplémentaires dans la journée sont nécessaires. Il est conseillé de répartir le besoin ainsi. Le petit déjeuner doit couvrir 25% des ANC. Le déjeuner doit couvrir 40% des ANC. Le goûter doit couvrir 0% ou 10% des ANC. Le dîner doit couvrir 35% ou 25% des ANC. Donc globalement, on est à des camemberts. Donc, on a quoi? Donc, petit déjeuner, 25% des ANC. Déjeuner, 40%. Le dîner, 35%. Petit déjeuner, 25%. Déjeuner, 40%. Goûter, 25%. Dîner, 10%. Au travail, un repas trop copieux peut entraîner une somnolence et donc un relâchement de la vigilance. A l'inverse, certaines privations peuvent altérer le jugement, la mémoire et aboutir à un état de fatigue chronique. Danger du déséquilibre alimentaire. Un déséquilibre alimentaire, qu'il s'agisse d'un excès ou d'une privation, augmente le risque d'accident du travail. C. Les apports recommandés en eau, vitamines, minéraux et fibres. L'eau. L'eau constitue la majeure partie du poids du corps, soit 75%. Les apports en eau doivent compenser les pertes hydriques. Un sportif aura des besoins plus importants qu'une personne sédentaire. Les apports en eau conseillés s'élèvent en moyenne à 1,5 litre par jour provenant des boissons et d'aliments. Les vitamines. Les vitamines hydrosolubles présentes dans les aliments riches en eau, vitamine C, et vitamines du groupe B, B1, B2, PP, B5, B6, B9, B12, et les vitamines liposolubles présentes dans les aliments riches en graisse, A, D, E, K. Les minéraux. Ils sont nécessaires à l'organisme en petite quantité, grammes à milligrammes. Ils n'apportent pas d'énergie, mais jouent un rôle plastique. Ils sont des catalyseurs de réactions chimiques. Les éléments principaux sont le calcium, élément le plus abondant du corps humain, 1,2 kg pour un homme de plus de 70 kg, le fer, le sodium, le chlore, le potassium, le magnésium, l'iode, le zinc, le cuivre, le fluor. Les fibres. Ce sont des glucides non assimilables, non digérés qui favorisent le transit intestinal. On les trouve principalement dans les fruits, les légumes, les céréales complètes. D. L'alimentation plaisir. L'alimentation est avant tout un acte de survie, manger pour vivre. Mais elle a aussi une dimension affective, allaitement, religieuse, sans porc, éducative, apprentissage du goût et culturel, nombre de repas par jour, composition horaire. Les sensations de faim et de soif sont des réflexes cérébraux qui interviennent en situation de manque. Manque d'énergie ou manque d'eau. Ces manques ont un lien avec les habitudes de vie. Par exemple, si l'on mange habituellement à midi, il est certain qu'à 13h, on aura très faim. Tout commence par la vue. Un bel étalage, un beau légume frais. Tout commence par la vue. Un bel étalage, un beau légume frais. Et l'odeur d'un melon, d'une orange. Le goût. Acide, amer, sucré, salé, et même l'oreille par exemple, casser une noisette avec les dents, fournissent au cerveau des perceptions organoleptiques qui sont mises en mémoire. Par exemple, la célèbre Madeleine de Proust, qui rappelle au narrateur la recherche du temps perdu une quantité de souvenirs. L'appétit, l'âge, l'état de santé, le temps disponible motivent le choix de l'aliment du menu. La saison, le prix, le contexte, invitation, table de fête, cantine scolaire, pique-nique, qui sont des facteurs faisant varier l'alimentation et notamment le plaisir de manger. Manger libère l'hormone du plaisir, la dopamine. Alors bon appétit. 2. Une alimentation équilibrée et variée.
Pour que l'organisme puisse profiter de nutriments qui le maintiennent en bonne santé, il est indispensable d'adopter une alimentation équilibrée et variée. Pour ce faire, une classification a été établie entre groupes d'aliments selon leur qualité nutritionnelle et leur rapport d'énergie. Cette classification est utile pour apprendre à composer ces menus en calculant la valeur énergétique des aliments. A. Les règles de base d'une alimentation équilibrée. La classification des aliments en groupes alimentaires permet de vérifier l'équilibre d'un repas ou d'un menu. Les règles de base de l'équilibre alimentaire sont manger et varier. Un repas est équilibré sur le plan qualitatif lorsqu'il est composé d'un aliment de chaque groupe. Le groupe des produits sucres étant facultatif. Manger en quantité modérée. Les apports doivent correspondre aux besoins de la personne. Un rythme alimentaire régulier. Répartir les apports en 3 repas quotidiens ou 4 repas avec un goûter. Prendre ses repas à heures régulières. Éviter les grignotages entre les repas. Le programme national Nutrition Santé, PNNS, a mis en place des repères de consommation qui représentent des recommandations nutritionnelles. Il est recommandé de consommer entre 400 et 500 grammes de fruits et de légumes par jour, soit l'équivalent de 5 portions de 80 à 100 grammes. En pratique, un verre de jus de fruits, une portion, abricots verts et tomates, une portion, haricots verts et tomates, une portion, poire, une portion, épinards, 2 portions, pommes, une portion, égale 6 fruits et légumes. La santé bien en mangeant, vos repères de consommation. Fruits et légumes au moins 5 par jour. Ils disent le pain, les céréales, les pommes de terre et les légumes secs. À chaque repas selon l'appétit. Les produits laitiers, donc 3 par jour. Viande et volaille, produits de la pêche et œufs, 1 à 2 fois par jour. Les huiles grasses ajoutées, donc limiter la consommation. Produits sucrés, limiter la consommation. Les boissons, de l'eau à volonté. Le sel, limiter la consommation. Activité physique, au moins l'équivalent d'une demi-heure de marche rapide par jour. B. Les principes d'une alimentation équilibrée. L'équilibre alimentaire consiste à satisfaire les besoins quantitatifs, nombre de kilojoules requis par rapport aux dépenses liées à la situation individuelle, et qualitatif, apport indispensable qui varie également selon la situation. Les propositions conseillées en apport énergétique sont les suivantes: protéines 12 à 15%, dont 50% de protéines animales et 50% de protéines végétales, lipides 30 à 35%, glucides 50 à 55%, dont 80% d'absorption lente, féculents, pain, et 20% d'absorption rapide, sucre. Les groupes alimentaires. Les aliments ont été classés par famille ou groupe alimentaire. Les aliments d'un même groupe ont une composition proche en nutriments. 7 groupes d'aliments sont répertoriés, chacun d'entre eux apporte une qualité nutritionnelle. 1. Les produits laitiers, lait, entremets, fromage blanc, petit suisse, fromage, donc calcium, croissance et réparation osseuse, battement cardiaque, vitamine A, B, D. œufs, poissons, viande, apport d'acides aminés non produits par l'organisme, construction du corps, force musculaire, fonctionnement cellulaire. 3. Légumes ou végétaux frais, haricots verts, épinards, brocolis, courgettes et fruits, pommes, poires, fraises, abricots. Apport de fibres, transit intestinal, vitamines dont la C, défense immunitaire, la A, vision, peau, et les sels minéraux, eau, sucre, fructose. 4. Féculents, donc pommes de terre, céréales, légumes secs, riz, lentilles, tapioca et farineux. Donc les féculents et farineux. Énergie, amidon, glucides complexes et glucose, fonctionnement cérébral, protéines végétales. Fibres, s'il s'agit d'aliments dits complets. Glucides simples, produits sucrés. Sucre, miel, bonbons, chocolat, pâte et fruits. Sucre, glucose, matière grasse, huile, crème fraîche, beurre, margarine. Donc énergie, vitamine A. Eau et boissons. Donc thé, infusion, tisane, potage, bouillon, corps. Indispensable, minéraux et glucose pour les sirops. Les groupes d'aliments et leurs apports, donc fruits et ou légumes. Donc toutes les formes de fruits frais, surgelés, crus ou cuits, nature ou préparés, compote, jus de pomme sans sucre ajouté, etc. Toutes les formes de légumes frais, surgelés, sous vide, déshydratés, crus ou cuits, nature ou préparés, soupe, purée, gratin et mélange de légumes, etc. Pain ou autres aliments céréaliers, pommes de terre et légumes secs. Les produits céréaliers raffinés, riz, semoule, blé, pâte, farine, pain blanc, céréales pour petit déjeuner ou complet, de couleur brune, pain complet, riz complet, etc. Les légumes secs, pois chiches, flageolets, lentilles, haricots blancs et rouges, fèves. Les pommes de terre, le manioc, le tapioca. Les produits laitiers, le lait, les yaourts et les laits fermentés, le fromage blanc et les petits suisses, les fromages. Matières grasses ajoutées, les matières grasses d'origine animale, beurre, crème fraîche, sein doux. Les matières grasses d'origine végétale, l'huile, margarine, mayonnaise et assaisonnement. Plus les aliments très gras, chips, plats cuisinés les plus riches en graisse, feuilletés, friands, palais, etc.
viande, poisson et produits de la pêche, œufs. Les viandes, viande rouge, viande blanche, volaille. Les œufs, les poissons et autres produits de la pêche, la charcuterie. Produits sucrés, les produits, les sucres et les sucreries, miel, confiture, sirop, bonbons, etc. Les boissons sucrées, soda, boissons aux fruits ou nectar de fruits. Les aliments à la fois riches en graisse et en sucre. Gâteaux, chocolat, barres chocolatées, pâte à tartiner, crème glacée, crème dessert, biscuiterie, viennoiserie. Boissons. Toutes les eaux du robinet et de source, etc. L'eau est la seule boisson indispensable. Thé, café, boissons sucrées. Les apports. Fruits et ou légumes. Vitamines hydrosolubles. Fibres, minéraux. Céréales, glucides complexes, plus protéines végétales, plus fibres. VPO, produits animaux plus fer. Matières grasses, lipides, vitamines liposolubles, plus vitamines liposolubles, donc lait et produits laitiers, calcium, plus glucides, lactose, plus protéines, caséine, plus lipides. Boissons, eau, plus minéraux, produits sucrés, glucides simples. Alors l'alimentation adaptée à son activité, donc produits gras et ou sucrés. Produits laitiers, fromage et œufs, viande, volaille, poisson, féculents, pain et céréales, fruits et légumes, eau et boissons non sucrées, pyramide alimentaire, donc Mélissa Riffard, donc produits gras et eau sucrés, donc produits laitiers, fromage et œufs, viande, volaille, poisson de l'autre côté, féculents, pain et céréales, donc fruits et légumes, et eau et boissons non sucrées. La composition d'un menu selon les valeurs énergétiques des aliments. A. Le contenu et l'ordonnancement des mets composant un repas. Tout d'abord, l'homme est omnivore, c'est-à-dire qu'il consomme de tout. Tous les groupes d'aliments doivent être représentés dans la journée. Un menu comporte une entrée, un plat avec un aliment principal en accompagnement, un fromage et un dessert, plus eau plus pain. B. Le calcul de la valeur énergétique d'un aliment, d'un plat ou d'un menu. La valeur énergétique totale doit répondre aux besoins, mais comment la calculer? Rechercher la composition en nutriments, protéines, glucides, lipides et en eau pour 100 grammes des aliments composant le menu. Calculer la valeur nutritionnelle par aliment pour 100 grammes en prenant en compte le fait qu'un gramme de protéines égale 17 kJ, un gramme de glucides 17 kJ, un gramme de lipides 38 kJ. Faire une règle de 3, un produit en croix pour trouver la valeur nutritionnelle par portion servie pour une personne additionnelle au tout. Par exemple, salade de tomates, 2 tomates 50 grammes, huile, 1 quart de cuillère à café 0,60 grammes, plat, 100 g de mouton, 60 g de pommes de terre, 60 g de champignons, 20 g de beurre, dessert, une orange de 45 g, 100 g de pain. Alors, composition en eau, tomate 94 g, donc T1 composition et valeur nutritionnelle en glucides pour 100 g, donc 4 g. 4 g x 4,17 kJ, 68 kJ, T2. Composition et valeur nutritionnelle en protéines, donc 1 g. 1 g x 17 kJ, 17 kJ. Total valeur énergétique du repas, donc 2166,88 kJ, etc. Le programme national nutritionnel santé 2019-2023. Améliorer sa santé personnelle par l'alimentation et l'activité physique est un enjeu de santé publique. 51 actions sont décrites dans ce programme qui comprend 24 objectifs répartis en 5 axes. Les enjeux sont de lutter contre 2 maladies opposées, surpoids, adolescents et adultes, et dénutrition, personnes âgées. 10 mesures phares sont décliner, manger, bouger, Nutri-Score, agir sur les publicités destinées aux jeunes consommateurs, produits bio en restauration collective, promouvoir l'éducation autour du bien manger dès la maternelle, activité physique adaptée, APA, pour tous, personnes handicapées, seniors, femmes enceintes, journée de la dénutrition, réduction des sels et des sucres dans les produits préparés, action innovante. 3. L'alimentation et la santé. Ne pas s'alimenter correctement peut engendrer des troubles graves qui mettent en danger l'organisme. Ces troubles alimentaires peuvent avoir plusieurs origines. Malnutrition, dénutrition, suralimentation. L'État a mis en place des programmes de sensibilisation et d'information pour aider les citoyens à mieux s'alimenter et contrôler l'hygiène des produits commercialisés. Par ailleurs, mal se nourrir peut avoir de lourds impacts dans la sphère professionnelle, d'autant qu'il est parfois difficile de bien se nourrir à cause des contraintes liées à son activité. Ajoutons qu'en parallèle de l'alimentation, pratiquer une activité physique régulière est primordial pour être en bonne santé. Quelques idées reçues. 1. Le jeûne alimentaire pour maigrir ou moins manger. Privé de nourriture, le corps puise dans ses réserves, graisse puis muscles. Après une perte de poids voulue ou non, la fonte musculaire provoque fatigue, asthénie, chute, manque de résistance, vulnérabilité aux infections, etc. La dénutrition apparaît si elle s'installe et n'est pas traitée, le corps s'auto-détruira. 2. L'équilibre, oui, mais la restriction, non. Peser chaque ration, rechercher les valeurs nutritionnelles pour 100 g de chaque aliment composant la ration, puis calculer à chaque repas la valeur nutritionnelle du menu est fastidieux et trop rigoriste.
mais cela n'est pas inutile dans certains cas précis. Il est utile de rappeler que la notion d'équilibre doit être considérée sur une période de plusieurs jours. Cela est d'autant plus vrai qu'on travaille. L'essentiel est de n'être ni dans l'excès ni dans la carence. B. Les troubles de l'alimentation. Les carences. 1. Les carences et leurs maladies. Par carence, il faut entendre manque de ou insuffisance de. Il s'agit notamment de carences en vitamines ou en minéraux. À titre d'exemple, carence en vitamine B, beriberi. En vitamine C, le scorbut. En vitamine D, rachitisme. En vitamine K, troubles de la coagulation. Vitamine PP, pélagra. Vitamine A, maladie de la peau. Carence en fer, l'anémie. En magnésium, fatigue et troubles émotionnels. En calcium, spasmophilie. 2. Les excès. Manger en excès signifie absorber plus de calories que nécessaire pour reconstituer les pertes. Les nutritionnistes recommandent de limiter la consommation de sel, de sucre, de beurre, de viande, de charcuterie, etc. Additionné à la sédentarité, manque d'activité physique, les effets sont nombreux. Au-delà de la prise de poids pouvant aller jusqu'au surpoids ou à l'obésité, les conséquences sont nombreuses sur le cœur et les vaisseaux, le foie et la vésicule biliaire, l'appareil ostéo-articulaire et musculaire et le psychisme. La boulimie est un trouble des conduites alimentaires qui se manifeste par des ingestions excessives d'aliments. En 3, la dénutrition et la déshydratation. Il faut savoir que la dénutrition est un état pathologique, elle survient lorsque les apports ne couvrent plus les pertes. Les facteurs de risque ne concernent pas uniquement les personnes âgées, la précarité, les problèmes de l'appareil digestif, la dépression est un régime mal conduit et non surveillé sont également responsables de cet état. La déshydratation marque un manque d'eau dans les tissus. Elle s'accompagne de carences de minéraux. L'anorexie est un trouble de conduite alimentaire qui se manifeste par une lourde perte d'appétit. C'est une alimentation adaptée. 1. Les spécificités de l'alimentation de l'enfant et de la personne âgée. Le lait est l'aliment préférentiel des enfants, notamment du nouveau-né et du nourrisson et des personnes âgées. Ce produit et ses dérivés riches en calcium favorisent la croissance et lutte contre la décalcification osseuse liée au vieillissement. C'est également un support idéal des vitamines A et D et des protéines habituellement pauvres chez les seniors. L'avantage de ces produits est que l'on peut en épaissir la texture pour les personnes âgées présentant des troubles de la mastication et de la déglutition. Les viandes, poissons et œufs riches en protéines, source de construction organique chez l'enfant et l'adolescent. Un apport supplémentaire de protéines est indispensable aux senioralités puisque risque de fonte musculaire et de perte d'autonomie à la marche. Ou après une fracture pour en faciliter la consolidation. En cas de problème de mastication, il existe des textures dites modifiées, hachées, moulinées, mixées, semi-liquides, épaisies, de type bouillie ou crème, qui permettent de supplémenter l'alimentation en produits de l'eau. Elle est nécessaire à tout âge et sous toutes ses formes, au gélifié, sorbet, glace, bouillon, tisane, etc. Notamment en saison chaude ou dans des habitats chauffés ou surchauffés. Les légumes et les fruits sont indispensables pour les vitamines, les minéraux, l'eau, l'apprentissage ou le maintien du goût et l'apport de fibres nécessaires aux intestins jeunes ou devenus paresseux. Les sucres lents ou complexes sont indispensables chez l'enfant pour la fabrication et la transmission des influx nerveux en période d'apprentissage, chez l'adolescent et les jeunes adultes en formation, et chez la personne âgée pour le maintien de ses fonctions et de sa capacité cognitive. En conclusion, les besoins qualitatifs sont les mêmes, seuls les besoins quantitatifs changent. 2. Les spécificités de l'alimentation au travail. Si l'alimentation est déterminante pour la santé, elle l'est aussi pour l'efficacité et la performance au travail. Encore faut-il composer avec les efforts fournis, les contraintes de temps, l'organisation de rythme, d'horaire, de production, les facilités ou non proposées par l'entreprise et les coûts d'un repas. Travailler génère des dépenses d'énergie énergétique. Être en condition de travail nécessite de reconstituer les ressources, quelle que soit la nature du travail. Si cela est possible, il est bon d'ingérer aliments et boissons environ toutes les quarts d'heure. Le déjeuner doit rester le moment le plus important en termes d'apport. On peut préparer sa gamelle, généralement, ce sont les restes du repas familial de la veille. Manger au restaurant de l'entreprise ou prendre ce repas en extérieur, le coût fait la différence, ainsi que le temps requis par la préparation du repas dans sa propre organisation. Les pauses sont le moment de prendre une boisson, de faire le plein de vitamines et de glucides. Fruits par exemple, ou pain biscotte. Les services de santé au travail proposent des brochures sur ces thématiques d'alimentation et travail. Essayez de vous en procurer, notamment si vous envisagez un travail posté jour, nuit, après-midi. L'alimentation et les activités physiques. Une activité physique régulière et une alimentation saine et variée se marient bien dans le sens où cumulées, elles entretiennent le corps, maintiennent la santé, diminuent les risques de dépenses de soins. Elles sont notamment recommandées chez les seniors pour qui la pratique de l'activité physique adaptée APA semble convenir pour prévenir la perte d'autonomie et les chutes. Rappelons que depuis 2016, les médecins peuvent prescrire des séances d'APA pour toute personne dont le besoin qui n'est pas en mesure de pratiquer une activité physique sportive ou physique normale.
Toutefois, il est nécessaire d'adapter et de varier son alimentation selon son activité physique et en fonction des apports énergétiques des aliments. Ainsi, on privilégiera l'absorption des féculents et des sucres lents la veille d'une journée où l'on pratique une activité sportive et l'absorption des glucides fruits le jour même. Il est également très important d'avoir un apport en protéines pour favoriser la construction de la masse musculaire. Par ailleurs, l'eau est également essentielle et doit être consommée régulièrement lorsqu'on pratique une activité physique. Dès la prévention, l'hygiène des aliments. Petit 1. Les grands principes d'hygiène alimentaire. En 2013, la documentation française via les journaux officiels publiait un recueil de recommandations pratiques d'hygiène à destination des consommateurs. www.documentationfrançaise.fr, vous pouvez le consulter. En juin 2019, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a édité une fiche pratique des grands principes élémentaires d'hygiène alimentaire à suivre pour prévenir de toute contamination par aliment ou du fait de l'alimentation. Cette fiche informe le consommateur sur les risques pour la santé d'un aliment souillé ou mal conservé. Elle évoque les obligations imposées par la réglementation à l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, elle place également le consommateur face à ses propres responsabilités en matière de prévention des intoxications alimentaires. Après un bref rappel des signes d'intoxication et des facteurs de gravité liés à l'âge et à la situation de la santé, cette fiche donne quelques conseils pratiques comme acheter des aliments ayant bon aspect, dont l'emballage est correct, entreposé à bonne température, dans des conditions d'hygiène et de l'environnement et du vendeur irréprochable, dont la DLC, date limite de consommation, n'est pas dépassée. Et aussi, limiter le temps de transport, respecter la chaîne du froid, laver avant consommation, cuire suffisamment, entretenir son plan de travail, ses outils, son réfrigérateur, ne jamais recongeler un aliment décongelé, etc. B. La démarche qualité en restauration collective. Chaque service de restauration collective doit réaliser son plan de maîtrise sanitaire, PMS, qui comporte l'ensemble des procédés d'hygiène, de la réception des commandes à l'évacuation des déchets, en passant bien évidemment par la production. Il faut savoir que la traçabilité est particulièrement suivie. Origine des aliments, notamment des viandes, affichage des allergènes, température des denrées, des réfrigérateurs, de la chambre froide, du congélateur, du four, etc. 100 grammes de chaque aliment ou plat doivent être prélevés avant consommation en qualité de plat témoin en cas de suspicion d'intoxication alimentaire. Les normes et procédures de nettoyage et de désinfection sont strictes, tant des aliments eux-mêmes, trempage avec vinaigre, que des ustensiles, sols et surfaces avec des produits dits aux normes alimentaires, c'est-à-dire pouvant être utilisés en cuisine. 2. La législation et le contrôle. Règlement numéro 1169/2011 sur l'étiquetage en français des dénominations, ingrédients, poids net et goûter, volume, date limite de consommation DLC, numéro du lot, mode d'emploi, déclaration nutritionnelle, valeur nutritionnelle pour 100 grammes ou 100 ml en protéines, lipides, glucides, etc. Nutri-Score, plan en action depuis 2017, non obligatoire. 5 couleurs et 5 lettres de A égale meilleure qualité nutritionnelle, vert foncé à E, moins bonne valeur nutritionnelle, orange foncé. Loi agriculture et alimentation numéro 2018-938 du 30-10-2018. 3 axes et 3 objectifs. On y retrouve notamment la notion de choix alimentaire favorable pour la santé et respectueux de l'environnement. À ce titre, 50% des menus de restauration collective devront comporter un produit local ou bio à compter du 1er janvier 2022. D'ores et déjà, une réduction des emballages en plastique est exigée d'ici 2022 et pour 2020. Les pailles et couverts en plastique ainsi que l'eau et bouteilles en plastique sont à limiter. L'autorité de contrôle. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, la Direction départementale de la protection des personnes, DDPP. Parmi ces missions, citons la qualité et la sécurité sanitaire des aliments. 3. Les congrès, séminaires, journées, plans, programmes. Dans les années 2000, on parlait beaucoup de malbouffe. Le gouvernement lançait un plan d'éducation pour apprendre à bien se nourrir. Il s'agit du bateau alimentaire, qui est une représentation visuelle de la répartition des groupes alimentaires. L'objectif était de lutter contre les régimes alimentaires déséquilibrés responsables de maladies à incidence sociale, obésité, maladies cardiovasculaires, ostéoporose. Programme national de l'alimentation et de la nutrition. Programme national d'alimentation et de nutrition, donc le PNAN. Dernière rencontre en septembre 2019, avec mention des intentions dans les 5 années à venir. Ce programme se divise en 2 plans. PN1 3 2019/2023-2023. Les territoires en action dans l'éducation, la lutte contre le gaspillage et la justice sociale. Le PNN 4 2019-2023. Conserver la bonne santé tout au long de la vie grâce à des bons réflexes pour mieux manger et bouger. Le 16 octobre de chaque année, organisé par l'ONU, Organisation nationale des Nations Unies depuis 1945, la journée mondiale de l'alimentation
qui vise notamment à combattre la malnutrition et le gaspillage alimentaire. Pour aller plus loin, consultez le site Bien manger et bien bouger du ministère de la Solidarité et de la Santé.